savez, tout au long de cette matinée, on passe en revue des cas inspirationnels, on voit des retours d'expérience, on essaie aussi de retenir les bonnes pratiques pour pouvoir justement utiliser cette data au service de vos consommateurs, toujours dans cette idée de pouvoir nouer et engager la confiance avec eux. Cette fois-ci, évidemment, cet environnement, quand on est une marque, il est compliqué, il est complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir être dans cette course pour le temps, pour l'engagement et pour la monétisation de vos futurs utilisateurs, de vos futures audiences ou de vos futurs consommateurs. Emmanuel Vivier va soumettre Mondelez, Allianz et AppNexus à la question pour essayer de vous aider à essayer d'y voir plus clair. Et moi aussi, d'ailleurs, j'aurais bien besoin d'y voir plus clair. Tiens. Bon, on va être bien, 4 personnes, pour pouvoir échanger toujours sur ce futur du marketing grâce à la donnée et surtout sur l'efficacité marketing. Alors, Dominique, chez Mondelez, justement, on parle maintenant d'approche consumer-centrique, beaucoup. Comment ça se traduit finalement, cette activation de la donnée qu'on peut trouver côté CRM ou côté média chez vous ? Alors, bonjour à tous. Effectivement, chez Mondelez International, on a une approche très consumer-centrique. Aujourd'hui, on touche 95% de nos foyers, 95% des Français, avec des marques comme Granola, Milka, Lu, puisque c'est le deuxième groupe agroalimentaire du monde. Et puisqu'on touche 95% des foyers français, ça ne veut pas dire qu'on fait une communication de masse avec une communication la même pour tout le monde au même moment. Et on est dans une approche aujourd'hui de ce qu'on appelle personnalisation at scale, c'est-à-dire où on va identifier des groupes de consommateurs qui ont des centres d'intérêt communs et auxquels on va adresser des communications ciblées, mais communications de masse, encore une fois, puisque l'idée n'est pas de faire des groupes trop petits, mais de faire des groupes suffisamment conséquents à qui on délivre des communications ultra personnalisées. Alors pour ce faire, en fait, on fait appel à des insights consommateurs qu'on sort de nos services études, de notre programme CRM, mais également de nos third-party data et de tous nos partenaires avec qui on travaille. Merci. Alors Paul-Antoine, chez AppNexus, comment tu vois un petit peu cette évolution au marché ? Vous êtes un des grands acteurs de la publicité digitale. Comment on met plus d'individualisation ? Effectivement, donc c'est très intéressant qu'on ne parte pas de la marque, mais qu'on parte du consommateur, parce que c'est ce qu'on constate sur les grandes plateformes d'achat digital. À titre d'exemple, nous, dans la dernière mouture de notre plateforme, 70% des campagnes, qu'elles soient directes ou programmatiques, vont inclure des segments d'audience. Alors, les segments d'audience, on est effectivement loin de l'hyper-ciblage ou des idées du retargeting qu'on avait en tête il y a quelques années. On est sur de la data annonceur sur lequel annonceurs, agences, partenaires ont travaillé, où on est sur un raffinement de l'offre tierce. L'offre tierce de data, avant, c'était des agrégats, pas forcément très identifiables. Depuis quelques temps, on voit un raffinement. On a parlé des e-commerçants, je crois, hier. C'était très visible, internationaux ou locaux, d'ailleurs, des acteurs locaux qui font un travail de pointe sur la data. Et il y a un travail des éditeurs. Et là, je pense que je peux laisser la place à Fabien pour en parler mieux que moi, au niveau d'un raffinement de la data éditeur. Alors Fabien, peut-être en un mot, tu nous rappelles ce qu'est Allianz Gravity pour ceux qui seraient encore pas au courant. Et puis, si tu peux peut-être revenir aussi sur les contraintes, parce qu'on imagine que c'est facile d'en parler, c'est un peu plus compliqué, surtout quand on a en plus plusieurs éditeurs derrière soi, de mettre tout le monde d'accord. Alors, bonjour à tous. Allianz Gravity, c'est une société qui est relativement jeune, puisqu'on a 1 an, qui innove énormément sur le marché de la data en mutualisant les données digitalisées de centaines d'éditeurs en France, issus de grands groupes français, de différentes natures, opérateurs télécoms, on travaille avec Orange et SFR notamment, des dizaines de médias, des comparateurs de prix, des sociétés des annuaires type Pageon, etc. Voilà pour la définition de ce qu'est Allianz Gravity. Sur notre sujet, je trouve que Dominique a bien exposé une des problématiques majeures des grands annonceurs, c'est la capacité à personnaliser à grande échelle.
Et dans le débat précédent, sur le panel précédent, on disait déjà que personnaliser, on le fait depuis longtemps. Et je suis d'accord, la personnalisation, c'est relativement simple. La grande complexité, c'est de réussir à personnaliser à très grande échelle. Et c'est un des d'ailleurs facteurs de succès des grandes plateformes transnationales, de proposer aux grands annonceurs cette capacité de massifier l'hyper-ciblage. Et pourquoi est-ce que jusqu'à présent on n'a pas réussi à développer ce service en dehors des grandes plateformes transnationales? Parce que je pense qu'il y a deux actifs importants à développer pour atteindre cet objectif. Le premier, c'est la massification des données brutes, c'est-à-dire l'accès à des dizaines, des centaines de millions de points de données rafraîchis continuellement pour simplement créer une capacité de ciblage à grande échelle. Et le deuxième actif technologique, qui est un des grands atouts, je crois, des grandes plateformes, c'est également la capacité d'exploiter cette donnée avérée pour calculer des segments de ciblage et arriver non plus à une personnalisation à grande échelle, mais à une personnalisation à très grande échelle. Et pour conclure, aujourd'hui, Gravity, sur le marché français, est, je pense, la seule société qui réussit à réunir ces deux actifs pour construire ce type de service au service des grands annonceurs. Et est-ce que, pour ça, du coup, vous utilisez de l'intelligence artificielle ou... Oui, une branche de l'intelligence artificielle qui est le machine learning assisté. Et bon, l'intelligence artificielle, c'est très large. Ce matin, on parlait de NLP, c'est pas ce qu'on fait, mais effectivement, on travaille sur une des branches de l'intelligence artificielle, le machine learning. D'accord. Donc on voit bien que finalement, c'est pas nouveau, mais la capacité de le faire mieux, plus grand et à grande échelle a évolué grâce à la technologie. Alors justement, est-ce que le but, c'est finalement d'aller conquérir de l'audience à tout prix? Est-ce que c'est de toucher le maximum de gens et n'importe qui dans n'importe quelle condition pour autant? Alors, non, pas à n'importe quelle condition. On a, en fin d'année dernière, on a eu un problème de brand safety en Angleterre. Et pour un groupe comme le nôtre, ça a supposé qu'on a arrêté tous nos investissements YouTube dans le monde entier. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, Mondelez en Europe, juste en Europe, c'est 46 pays. Donc vous imaginez arrêter l'ensemble des investissements partout dans le monde, c'était monstrueux. Et la raison pour laquelle on a arrêté tous nos investissements, c'était pour mettre en place un process en fait, qui nous assure d'être complètement brand safe et d'avoir un environnement très safe sur l'ensemble de nos marques. Donc brand safe, c'est vraiment cette idée de finalement bien maîtriser le contexte où on va se retrouver finalement diffusé en termes de publicité. Exactement. En fait, se retrouver dans des contextes qui soient appropriés à nos marques, qui soient en adéquation avec nos valeurs de marque, et non pas en adéquation avec des faits qui se passent, des faits de société qui peuvent se passer et où on est contre. Donc, du coup, on a retiré effectivement pas mal de contenu dans les parentaux, mais également dans tout ce qui est news, par exemple, certaines news. Et on a fait ce qu'on appelle un whitelisting, c'est-à-dire qu'on a préidentifié les contextes dans lesquels on veut les trouver, et on les a préidentifiés avec notre partenaire Google et notamment la plateforme programmatique DBM. On a fait travailler pas mal d'annonceurs français qui, eux, avaient déjà une avance sur la brand safety et du coup qui avaient déjà un environnement très premium. Et après ce whitelisting, on a également fait appel à un intervenant extérieur, une société extérieure pour contrôler notre brand safety. Et pour finir, on est revenu aujourd'hui à ce qu'on appelle du blacklisting, c'est-à-dire où on ne sélecte pas des URL, mais on ouvre plus large, mais en supprimant des mots-clés qui soient des mots-clés dont on ne veut pas entendre parler pour nos marques. Et tout ça, ça a l'air de rien, mais en fait, ça veut dire que manuellement, on a dû, y compris moi-même, regarder des lignes d'URL, des lignes d'URL, des lignes d'URL. Pour certaines, ça ne veut strictement rien dire, mais on a dû aller au fond de ces lignes pour voir si notre environnement était brand safe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à 99,7% de nos environnements qui sont diffusés dans des environnements de qualité. Il reste 0,3%. Mais voilà, ça a été 6 mois de travail de titan, mais on y arrive.
Donc comme quoi, des fois, la technologie, c'est bien, mais il faut quand même en mettre un petit peu d'humain pour fine-tuner tout ça, ou réagir, on va dire, par rapport à des effets de bord ou autres. Et puis donc on voit bien, c'est finalement au début, on va juste sélectionner les sites sur lesquels on veut être diffusé, et puis après, tout doucement, on peut se dire, on rouvre, mais effectivement, on doit pouvoir exclure régulièrement des sites ou des sections, juste parce que, effectivement, on n'a peut-être pas envie d'être dans la rubrique catastrophe de transport des news. Et effectivement, on revient sur cette idée de sens, de valeur, au-delà de toucher des gens, qui on veut toucher et dans quel contexte par rapport au message qu'on veut passer. Alors chez Alliance Gravity, justement, vous avez entre guillemets beaucoup d'inventaire, parce qu'on représente beaucoup de médias, beaucoup de rubriques et beaucoup de sujets. Comment justement on prend en compte ce côté de pouvoir proposer la brand safety à nos amis les annonceurs? Alors nous, la brand safety, c'est dans notre ADN, puisqu'on a beau avoir effectivement une scale en termes de médias qui est très large, avec plus de 160 sites, en réalité, et je plains Dominique pour le travail qu'elle a eu à faire, en réalité, sur le web français, on estime qu'il y a 160 000 URL disponibles. Donc le sous-ensemble qu'on représente a le mérite d'être volumineux, mais sélectionné à la main, en quelque sorte. Donc c'est un premier gage de sécurité en termes de contrôle de la brand safety. C'est que les éditeurs avec lesquels on travaille sont des éditeurs identifiés, médias pour la plupart. C'est pas du contenu utilisateur qu'on maîtrise moins bien, quoi. C'est pas du contenu utilisateur qu'on maîtrise moins bien. Effectivement, c'est pas du contenu utilisateur, c'est du contenu éditorialisé. Il est vrai que dans certains cas d'actualité tragique, ça peut poser des problèmes à certaines marques. Et dans ce cas-là, nous, on fait appel à des, à des supports technologiques qui appliquent des filtres sémantiques pour éliminer la diffusion de certains contextes de manière ponctuelle. Mais globalement, les marques sur lesquelles on affiche sont par défaut premium. Ok, Paul-Antoine, justement sur le thème de la responsabilité, vous voyez, parce que vous êtes entre l'annonceur et les éditeurs, du coup, comment vous voyez les choses? Oui, j'aurais dû m'asseoir au milieu en fait sur le panel, j'ai mal choisi mon siège. Nous, soit par le biais de nos technologies, soit notre marketplace, on est effectivement l'acteur des transactions qui s'opèrent entre l'annonceur en amont de la chaîne et l'éditeur en aval. On pousse les choses un peu plus loin, on pense qu'on devrait même développer une logique de fair trade. On parle de fair trade dans l'agroalimentaire, je crois que c'est Coco Life chez Mondelez. On y pense pour les bananes au supermarché. On a vu l'engagement de certains acteurs nationaux avec les producteurs dans les semaines passées. Pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas à l'achat digital? Je crois que c'était mentionné dans le panel précédent. Il serait intéressant de mieux rémunérer l'aval et le producteur de contenu ou le producteur qui fait bien son travail. Donc voilà, c'est un petit peu un mandat qu'on s'est fixé. On est souvent sur des problématiques très techniques, mais on essaie un peu de relever le mandat pour nos salariés, pour nos collaborateurs. Donc appel à un label pour les autres gens que ça intéresse. Alors pour conclure, Dominique, justement... Il y a un label, d'ailleurs j'en profite, il s'appelle Digital at Trust, qui permet déjà de faire un tri entre certaines pratiques sur le marché. Bon, voilà, comme quoi la France, on est aussi innovant là-dessus. Dominique, peut-être pour conclure sur cette responsabilité de l'annonceur, là on l'a bien compris sur ce cas-là, mais comment tu vois un petit peu les choses, voilà comment on fait certes de la quantité du reach d'un côté, de la brand safety de l'autre, c'est un écosystème quand même le digital qui est complexe, donc comment on fait avancer les choses dans le bon sens? Alors, la seule façon de faire avancer les choses, c'est de travailler, enfin comme on l'a fait là d'ailleurs, pour préparer cette réunion, mais c'est de le faire en tous ensemble, en collectif, puisque c'est un débat. Nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, on déteste être dérangés par des publicités qui nous dérangent. Donc du coup, on a cette responsabilité non seulement en tant qu'annonceur, en tant que société, mais en tant que personne aussi. Et on n'aimerait pas qu'on nous le fasse. Donc on a une responsabilité. Après, ça a des enjeux économiques derrière aussi, puisque on est en permanence en train de regarder si ce qu'on met en place n'a pas d'impact sur le retour sur investissement de nos campagnes. Ça en a eu au démarrage. On a vu une augmentation du CPM quand on a mis en place notre procédure. Après, au final, on est en train de le mesurer par des systèmes de ROI. Avec beaucoup de prudence, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est que les derniers résultats prouvent que le ROI monte en ayant ce type de stratégie, et que ce soit pour la personnalisation at scale ou même la brand safety.
Donc du coup, je pense qu'on on a tous intérêt à le faire. Et de toute façon, on a collectivement intérêt à le faire. Donc travailler ensemble et avancer pas à pas en étant très pragmatique. Bon, un grand merci à tous les trois pour ces éclairages. Merci.